du jour et place à présent à la musique de Moh Paco, un autre style, celui de la pop algérienne, avec une très belle chanson que nous aimons tous, In Algeria. I wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. نبدا بصلاة على النبي والباقيين كلش بسمح راضي باللي عطالي ربي والالجيريا ماشي مدرح يا خوتي بصح كامل حبوا يرموها في البحرين كاين اللي خيرو الغربة في باري لو كان تشوف واش كان صاري والالجيري عندها دي بروبليم يعرفوهم غير ولاد مطيح وكاين ناس ورجال وبيان سور قاعدة في الحومة تدور في البال نقول لكم انا مازال ليسبور ماغري كاين يبطلو قاعدين في الدار وماغري تو بلادي نبغيك وانا يا رجال فراقك ما نبغيك I'm on a dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. وبلادي دي ربيتينا وعلمتينا وبلادي فيك نعيش في بلاد الخير راني ومنها حد ما يكرهني ويا ريت لي نرد لخيرك يا ودار الدوار نبني نعلي تراب العزة والحرار باش نحوس نهرب عليك ويا تزاير يا كنتي اللي فتحتي لي دريك وانا جامي خليك وجامي نهجر يا كانوا اللي تجبل المدينة والبحور I wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. Now, now, now. Yeah. I wanna dream in Algeria. I wanna love in Algeria. I wanna live in Algeria. In Algeria, yeah. I wanna smile in Algeria. I wanna sing in Algeria. I wanna stay in Algeria. I wanna cry for Algeria. وانا حبيت نعيش في Algeria نفرح ولاد بلادي ونرضي وردية حبيت نعيش مع صحابي لا ساسانية dream, 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 dream. وفي Algeria وفي Algeria وفي Algeria وفي Algeria وفي Algeria. Et voilà de retour sur notre plateau, le plateau de Brise d'été. C'est le moment d'accueillir nos invités. Nous avons, je l'avais annoncé en début d'émission, donc avec nous Karim Smal. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation et notamment ce cadre magnifique, la Hiberg. Très agréable, Ah, n'est-ce pas? super, vraiment super. Ben, marhaba bik. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici sur ce cadre justement. Merci à Et vous êtes accompagné de donc Talal Shaker, Kassimil Hassani. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons justement évoquer l'insiraf. Donc, un mouvement... Pardon.
Donc avec vous aujourd'hui, nous allons évoquer, nous allons parler de l'insiraf, l'un des 5 mouvements de la nouba dans la musique andalouse. Effectivement. 5 mouvements de base. Oui, donc dans la nouba, comme tout le monde le sait, on va parler un petit peu dans généralité. Elle est composée de 5 mouvements. Vous avez le premier avec lequel on débute, le msaddar, avec un rythme très très lent. Ensuite, nous avons le ptayhi, qui est moins lent, puis le darj, qui est un peu plus rapide. Et là, on passe au nsaraf, le 4e mouvement, avant de terminer la nouba par le khlas. Donc, il fait partie, le nsaraf fait partie de la nouba et il fait aussi partie de l'ensemble des musiques traditionnelles de l'Algérie, et notamment le shabi. Il est très très utilisé aussi dans le shabi. On débute avec le nsaraf généralement. Justement interprété par de grands noms de la musique shabi aussi. Oui, نصرافات هو تقسيم إلا نهضروا على الموسيقى تاع الشعبي دونك نصراف كان بداه عميد الموسيقى الشعبية هو الحاج محمد العنقا. Donc il a introduit cette manière de faire dans les mariages qui animaient. Mais lui-même, il s'est inspiré de l'école d'Alger, Fadek Louakt, sous la direction de Cheikh Abdelrazak Fakharji, Allah yarhamhum. Voilà. Allah yarhamhum. Alors, insiraf ou nsraf? Bon, احنا نقولوا نصراف, mais هي الانصراف si on remonte à l'histoire, Oui. comme la tradition le veut. La nouba se jouait en général devant une assistance de monarque à l'époque. Et donc, le msaddar, c'est quand le roi venait s'installer. Et l'insaraf, justement, c'est l'insaraf, là où le roi, donc, il commençait. ينوض ويجي خارج من هذيك الجمعية, et on a appelé ça insiraf. D'accord. Avant de terminer la nouba par un khlas. Khlas, ça veut dire c'est terminé, c'est la fin. Et vous avez parlé de l'Hajj Mohamed Lanka. Oui. C'est le moment de lui rendre hommage à travers cet extrait. Ah bah super. À tout de suite. Bah, écoutez, pour la manière, elle est unique. Donc, il ne peut pas exister plusieurs manières de le faire. Maintenant, mon rapport avec l'insiraf, c'est que vous avez bien touché le point sensible, j'allais dire. C'est le mouvement préféré pour moi. C'est le mouvement que j'apprécie le plus. Parce que c'est un mouvement assez asymétrique en termes de tempo, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En Algérie en particulier, donc on ne le retrouve pas dans les pays voisins qui ont adopté la musique andalouse, bien que l'appellation insiraf existe hors de l'Algérie. Mais le tempo lui-même, tel que nous le connaissons, donc il est proprement typique à l'Algérie. Et pour ajouter de l'eau au moulin de mon ami Kerim, donc c'est vrai que la nouba est composée de 5 mouvements chantés. Maintenant, il y a des mouvements qui sont purement instrumentaux, qui précèdent déjà la nouba pour l'annoncer. Et pour revenir un peu à la pratique qui a été adoptée et introduite par Cheikh Mohamed Al-Anqa, c'est que dans l'Aras, par exemple, et dans les soirées, pour introduire la soirée, on commence d'abord par une touchia, justement, qui est une pièce instrumentale, inspirée et prise carrément du patrimoine de la musique andalouse. Et par la suite, il y a une série, une succession de insirafet qui sont dans le même mode ou qui peuvent aussi varier de mode s'il y a des similitudes. Et c'est par la suite que le cheikh marque son temps d'arrêt pour reprendre un peu son souffle, interpréter un istirbal et enchaîner dans un genre de haouzi ou de shabi. Voilà. Il y a le Krissi aussi, avant Touchia. Le Krissi, il annonce en fait la pièce chantée. D'accord. Voilà. Et qui est qui est une des sonnettes. Voilà, de Touchia. Donc le Krissi, généralement, il est pris de la Touchia. Ce n'est pas une règle, d'accord? Il y a des exceptions, mais il arrive qu'il y ait des Krasa qui sont pris carrément de la Touchia. Et nous allons vous inviter à joindre justement le geste à la parole. Ben, avec plaisir. On va vous écouter. Okay. Avec plaisir. Eh ben, juste, je dirais que par rapport aux Krissiyat, donc interprétés, parfois ils sont issus de la Nouba, de la Touchia. Là, on va vous interpréter juste un petit morceau de Nasraf qui s'appelle Yassaraq al-Ghusnu, Qadda Mahboubi, dans le mot de Ghrib, que justement le Krissi, il est issu justement de la Touchia Ghrib. À la bonne heure. Voilà, donc
سرق ونغوص وقدام حبوبي سرق ونغوص وقدام حبوبي اختفى في الورق الورق قطع الغصن وصاحت الطيار هذا جزاء من سار من سار Nous avons voyagé à travers votre musique. Merci. Comme ça, hein. Aïcha. Merci. Il y a aussi donc dans notre riche patrimoine musical donc d'autres différentes manières d'interpréter donc le salaf, n'est-ce pas? Ben, si on parle des modes, oui, mais si on parle du tempo lui-même, c'est le mizan, enfin le mizan, il Et le même. C'est un 6-8 appelé dans le jargon de la musique ta'na. Donc c'est un mizan 6-8. Donc il dit que, bon, je vais donner juste un exemple pour que les gens nous comprennent et comprennent un petit peu le mouvement. Donc il commence par, on fait tac, 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 boum, tac, boum, tac, 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 boum, tac, boum. Et on fait une révolution. À chaque fois, ça revient le même bizarre avec le salaf que nous avons tout à l'heure interprété. Donc, mis à part le mode qui change à travers les nouba, le gharib, ou l'hassin, ou l'araq, ou le jarkar, le mayasi, kam, zmoum, etc. Sinon, le mouvement reste le même. Voilà. Vous avez accompagné Amar Zahi. Allah yarhamou yarhamou salih. J'ai eu cet honneur, ce privilège d'accompagner un grand maître de la musique, une grande icône, Taha Chabi. Oui, ce fut un énorme plaisir et un grand honneur pour moi. Et nous avons une surprise pour vous. Nous allons écouter donc un extrait de Amar Zahi. Merci Aïcha. بأبي من زار ليلا وجلا ومسى الشمل به مكتملا زرني البدر وعندي نزلا وفي قربي صبحي عني أفلا يا أهيل لا حول ولا عندما أقبل في بهجتي واستنار دجن من قراتي واستغار الغصن من حماتي وأذى الحي حتى قال يا ويلا لا حول ولا زرني في جنحي ليلي عسعسا Kalem Smal, nous avons remarqué que vous êtes emporté, carrément bercé par ce Nusraf. Vous pouvez le reprendre pour nous faire plaisir. Vous pouvez le reprendre.
Moi, juste un petit peu alors. Juste un peu. Allez, allons-y. Alors, L'accompagnement. بأبي من زار ليلا وجيلا ومسى الشمل بهم كتاملا زارني في جنح علي أفلا وفي الصبح عني أفلا يا أهيل الحب لا حول ولا Merci. Magnifique. Vous nous faites voyager aujourd'hui Merci. à travers votre musique, à travers cette musique savante, hein, la musique andalouse. Merci, Aïcha. Un style de vie finalement, hein. Je remercie le bon Dieu de m'avoir, j'allais dire, mis dans cette Dans cette atmosphère. voie. Ouais, dans cette atmosphère. Bien sûr, moi, déjà que la musique adoucit les mœurs et en plus, c'est une passion. Voilà, c'est une passion. Moi, je pense que la musique, il faut l'aimer. Il ne faut pas se forcer à le faire dans la vie. J'ai aimé cette musique depuis mon âge très jeune. J'ai commencé, j'allais dire, peut-être à 6 ans, avec 7 ans. Donc, je me suis intéressé à cette musique. Alhamdoulilah. Et justement, Nsraf a été interprété par de grands noms de la musique andalouse, Khalji entre autres. Oui, je vous ai dit, la majorité des chanteurs chabi, ou la bande en andalou bien sûr, c'est sûr, mais la majorité des chanteurs chabi continuent à perpétrer cette tradition d'Al-Aras en commençant par, après une touchia, commencer par ce mouvement qui est le Nsraf. J'ouvre une parenthèse avec vous, donc Talal Shaker, Kassimi El Hassani. Donc par rapport à un instrument qui vous tient à cœur, justement, un instrument qui est fascinant, qui représente finalement un véritable symbole de cette rencontre entre plusieurs styles musicaux, entre plusieurs cultures, j'allais dire, donc entre la musique arabe, les musiques arabes et méditerranéennes, c'est le Kwitara. Kwitara, oui, voilà. C'est un peu l'un des héritiers de l'oud. Exactement. Magnifique instrument. Tout à fait, tout à fait. Donc, le Kwitara, comme vous l'avez si bien présenté, si bien dit, est l'héritière directe de l'oud andalou, qui était à la base à 4 cordes, doublé, et c'est le cas d'ailleurs de la Kwitara, qui a son cousin Constantine, qui s'appelle l'oud l'Arbi, qui ressemble un peu, non pas dans le jeu, mais dans le principe, on va dire. Et la particularité de la Kwitara, c'est que c'est un instrument typiquement algérien, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui a connu son développement du Moyen-Âge, déjà bien avant le Moyen-Âge, parce qu'il y a eu l'apport déjà de la musique de Bagdad, qui est arrivé en Andalousie et qui a donc connu des influences locales, que ce soit dans la péninsule ibérique ou en Afrique du Nord, et en particulier en Algérie. Et tout ce brassage de culture, si vous voulez, a donné naissance à cet instrument-là, et qui est devenu, comme je l'ai annoncé, et je le précise encore, qui est devenu typiquement algérien. Donc on le retrouve, moi je n'aime pas parler d'école, je préfère parler de pôle. Donc je ne vais pas dire l'école de Tlemcen et l'école d'Alger, je vais dire le pôle de Tlemcen et le pôle d'Alger, parce qu'il existe une seule et unique école à mon sens. Et donc, la musique n'a pas de frontières. Exactement. Donc on retrouve cet instrument emblématique dans le pôle de Tlemcen et dans le pôle d'Alger. Comme je l'ai dit à Constantine, il y a son cousin, voilà, qui s'appelle l'Oud l'Arbi. Et pour l'Nsaraf, si vous permettez, il y a une remarque qui me tient à cœur, c'est que ce tempo-là a été, si vous voulez, il n'est pas spécialement typique à la musique andalouse. C'est qu'il a été adopté par d'autres styles musicaux, à l'instar du Arabi par exemple, ou du Hawzi aussi.
D'accord. Donc nous retrouvons de beaux poèmes qui sont des monuments de la littérature populaire algérienne qui ont été si vous voulez, interpréter suivant ce tempo-là. Je peux citer l'exemple de Tril Hasbek Ya Wald At-Tir, par exemple, qui épouse ce tempo. Najm Ad-Douja Assas, par exemple, Ana Al-Mabhoum Bil-Ghram. Et ce ne sont pas... Men Huwa Rouhi wa Rahti. Donc ce ne sont pas les exemples qui manquent. Ce qui fait que il a eu tellement de succès, ce tempo, qu'il a dépassé la frontière de la musique andalouse pour toucher aux dérivés de cette musique comme le Hawzi et l'Europi. Voilà. Et justement, en parlant de Hawzi, je vous propose donc un extrait d'un maître également de la musique Hawzi, donc Hadj Mnouar avec Nsraf. Nous sommes bien gâtés. On est ravis. On ne pouvait pas espérer mieux. Et nous aussi, on est très gâtés, nous sommes très contents de vous recevoir. Aujourd'hui, vous nous avez fait voyager à travers votre musique, Yaté comme ça. Merci à vous pour d'abord ce cadre et cette invitation. Et c'est toujours un plaisir de parler de notre patrimoine algérien que nous défendons corps et âme. Voilà. Un plaisir partagé. Merci d'avoir été parmi nous. Karim Semmal, fan de Ahmed Ben Achor. C'est mon maître indirect, comme je le dis toujours. C'est voilà spirituel. Allah yarhamou saleh, wa yarham ka'al cheikh, bien sûr. Allah yarhamou yusaleh. Talal Shaker, Kassimi Al-Hassani, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, nous avoir invités dans ce cadre très agréable, très beau, avec le bleu azur, avec une animatrice aussi engagée dans la musique andalouse, parce que vous m'avez surpris avec des termes assez techniques. Vraiment, ça a été agréable à entendre. Et donc, voilà, je vous remercie encore une fois pour ce beau moment très sympathique et très agréable. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été parmi nous. Et nous allons vous faire voyager une dernière fois avant de vous quitter. Donc nous allons vous emmener à Béjaïa, ça vous dit? Une très belle région d'Algérie. C'est la ville de Sadq El Bdjaoui. Tout à fait, tout à fait. Des grands monuments. Hein. Jamal Allam, aussi. Voilà, donc grand nom de la musique. Exactement. Nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir donc la Kasbah de Béjaïa. À tout de suite. Elle domine la baie de Béjaïa depuis des siècles, témoin des civilisations méditerranéennes. Longtemps abandonnée, la Kasbah renaît aujourd'hui. Grâce à la passion des archéologues, des artisans et des visiteurs venus la redécouvrir. La citadelle de Béjaïa a été classée monument historique national en 1967. Chaque mur de ce pan important de l'histoire de Béjaïa porte la trace des époques. Aujourd'hui, elle renaît grâce à une restauration minutieuse, pensée comme un pan entre passé et avenir. Elle fut construite en 1154, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, par le califat al-Muhad Abd el-Moumen Ben Ali. La Kasbah de Béjaïa, durant son histoire, a la érudits. On cite par exemple Ibn Khaldoun, nous avons Leonardo Fibonacci et aussi le passage de Ibn Battuta, Al-Rubrini et de nombreux érudits qui
ont marqué leur passage ici à la Casbah de Bijaya. Je raconte l'histoire de la Casbah, j'essaie d'expliquer les différents édifices qui sont à l'intérieur de la Casbah, l'histoire et les informer aussi sur d'autres sites qui entourent la ville de Bijaya. Les visiteurs redécouvrent un joyau longtemps ignoré, niché dans les hauteurs de la ville. Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une Casbah à Béjaïa. Pour moi, la seule, c'était celle d'Alger. Et là, je suis bluffé. C'est magnifique. On devrait en parler plus. Non, par contre, la Casbah, je ne connaissais pas. Hein. Ouais, c'est la première fois pour moi. Je suis assez étonnée d'avoir pas découvert ça avant. Je savais, je connaissais, j'avais un peu de culture sur le Qala al-Hamadia. Donc ça, je connais assez bien. Mais la Casbah, c'est la première fois que j'apprends son existence. Et je suis très surprise. Et puis, c'est une architecture et une culture à ne pas rater, quoi. Ouais. Ici en Algérie, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et surtout, je m'amuse bien. La Casbah n'est plus seulement un site historique. Dans ses anciennes cellules, l'artisan local donne libre cours à son talent pour confectionner de belles œuvres artisanales représentatives d'un savoir-faire ancestral. Avant, je travaillais chez moi. Ici, je rencontre des gens de partout. Je leur montre ce que je fais, je raconte l'histoire des objets, notamment pour la promotion de l'artisanat local. On s'est axé pour venir ici à la Casbah parce qu'il y a énormément d'immigrés qui viennent ici nous visiter, nous rendre, nous honorer à Béjaïa, tout le monde, avec même d'autres nationalités, parce que vous êtes ici à Béjaïa, l'une des universités les plus fameuses en Algérie. Il a donné trop d'histoire, il a donné. Alors on s'est dit pourquoi ne pas ancrer l'histoire de Béjaïa avec cette figue de barbarie. Des savoir-faire traditionnels qui trouvent un nouveau souffle dans un lieu chargé de mémoire. À Béjaïa, la Casbah n'est plus un vestige figé. Généreuse et accueillante, elle s'ouvre aux visiteurs. Elle incarne une mémoire retrouvée, un avenir qu'on veut bâtir avec fierté. De retour sur notre plateau, c'était donc Raouf Hamouche qui nous a fait découvrir la Casbah de Béjaïa. C'est le moment d'accueillir nos chroniqueurs. Yazid Ait Mahidine et Samira Hadjamal sont venus en force. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça se passe bien. Alhamdoulilah. Yazid, le micro, barque qu'on puisse t'entendre. Et Yazid s'oublie. Non, c'est bon, je m'oublie pas. Khalas, on est concentré. Voilà. Hein, Yazid? Oui, là, oui. Ah, super. J'étais vraiment émerveillé par le site. Par le site, par la mer, par tout. Tu es tout pardonné, c'est normal. Oui, c'est splendide. C'est splendide et ce n'est que légitime. Bienvenue à toi en tout cas, Yazid. Bienvenue, oui. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Merci. Un plaisir partagé. Le plaisir est partagé, voilà. Voilà, merci. Donc, Soraya. Oh là là. Samira, Soraya, elle est en régie. On la salue. C'est le moment de la saluer, Soraya, notre réalisatrice. Mais ici, c'est Samira Hadjamal qui va revenir aujourd'hui sur l'une des figures les plus marquantes du combat libérateur dans la région de Tipaza et de Chelchel. Alors, à Tipaza, à Cherchel, en Algérie et peut-être même dans le monde arabe. Et même au-delà. Dans la globalité, on va dire. Zulekha Oudaï. Zulekha Oudaï. La yarhamha. La yarhamha. Exactement. La yarhamha, la yarham shuhada. Une personnalité à part, une femme d'exception. Alors, comme Kamel Bouchama, donc l'auteur a intitulé son ouvrage La mère des résistants. Ouais. La mère des résistants de la région, on va dire, de Cherchel. Elle est native de Hadjot. Oui. Voilà, donc à l'époque, ça s'appelait Marengo. Elle est, comment on va dire, est-ce qu'elle se prédestinait à avoir un destin comme elle l'a eu? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que jusqu'au bout de sa vie, ça a été une personnalité très très forte. Rappelez aussi qu'il y a une filiation révolutionnaire, puisque les tribus de Hadjot, ils étaient en 1830 à Stawali, ils ont fait face à la conquête française. Exactement, c'est ça. Donc, Zulekha Oudaï s'appelle en fait Yamina Chahib. Exactement. Oui. Donc, elle est la fille d'un propriétaire terrien, un cultivateur.
Aïl Hadjoud, elle va se marier avec Sil Harbi Oudaï et elle va avoir 5 enfants. Elle habite à Cherchel. Elle habite pas très loin de la maison de Assia Djbar. Elles se connaissent. Ou du moins, elles sont dans la Casbah, on va dire. Voilà, l'Qseba. L'Qseba, exactement. C'est ça. J'arrête pas de dire exactement. Mais pour être précise. Donc, Oudaï, elle va être une maman. Une femme, elle va s'occuper de ses enfants, de son mari, de son foyer. Elle a quand même reçu une instruction. Elle a été à l'école, donc elle parle en français. Et en 1957, il va se passer quelque chose qui va bouleverser complètement sa vie. Son mari va être tué, il va être exécuté par l'armée coloniale. Son fils aussi l'un de ses fils va être exécuté, et puis son père va mourir. Ça a tout changé pour elle. Tout va être bouleversé et elle va rejoindre le maquis. Elle va rejoindre d'abord la cause nationale avant de monter au maquis. Voilà, donc elle va commencer déjà à insérer des liens, à un rapprochement entre le Front de Libération Nationale et la population. Il y avait énormément de pression, de propagande de l'armée coloniale qui faisait que la population était craintif. Donc elle va établir des liens, elle va utiliser l'argent de son mari pour financer le Front National de Libération, et puis elle va monter au maquis à un moment, puisqu'il va y avoir le démantèlement en 1957 du réseau des combattants de Cherchel. Il y a eu 45 arrestations. Donc elle va monter, elle va pas être prise tout de suite, mais elle va être dans un premier temps auprès du responsable politique de la région de Cherchel, Gharbelou, et Aïd Hamouda. Ce sont 2 étudiants qui, une année auparavant, avaient participé aux manifestations des étudiants, et ils sont montés rapidement au maquis. Donc voilà, elle va avoir un parcours de combattante, elle va former, elle va récolter du matériel, de l'argent, elle va collecter énormément de choses pour financer cette lutte. Et elle va tomber dans une embuscade. Et cette embuscade va faire qu'elle va être arrêtée, elle va être torturée, elle va être violentée au terme le plus, comment on va dire, le plus fort. Atroce. Voilà, elle va subir énormément de violences physiques, morales. Et ensuite, elle va Il faut être... juste rappeler que pratiquement c'est la seule femme qui a occupé un poste important de responsabilité, un poste politico-militaire, et c'est très important de le signaler. J'aurais dû le dire, elle a été la responsable de zone en fait de Cherchel. C'était une chef. Donc elle a formé, elle avait des hommes à ses côtés. En fait, c'était des frères et sœurs. À ses ordres aussi. Voilà, à ses ordres, exactement. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va être torturée, elle va être attrapée, torturée, et elle va être enchaînée. Et normalement, on est en train de voir les images défiler. Il y a cette photo qui est très, très connue. On la voit assise par terre et menottée à un camion. Voilà. Donc là, elle a déjà commencé à subir des violences. C'est une femme, et j'aimerais le lire. Pendant qu'elle se faisait torturer, maltraiter par l'armée coloniale. Elle a résisté. Exactement. Donc elle disait: mes frères, soyez témoins de la faiblesse de l'armée coloniale qui lance ses soldats armés jusqu'aux dents contre une femme. Ne vous rendez pas, continuez votre combat jusqu'au jour où flottera notre drapeau national. Donc, de pas avoir la chair de poule, en tout cas. Oui, non, c'est qu'elle se faisait maltraiter, torturer, et elle était enchaînée. Alors, sur tous les frontons de nos villes et nos villages, monter au maquis et libérer le pays. Donc, vous constatez donc la force du caractère de... Exactement, parce que pendant qu'elle disait ça, le capitaine, donc... essayer de l'empêcher de parler, de la faire taire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: même si on doit me brûler comme Jeanne d'Arc, je ne parlerai pas. Ça, c'est pendant les tortures, la maltraitance. Très fort. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Elle va être menottée, elle ne sera pas toute seule, ils seront embarqués dans un hélicoptère, et ils seront, dans un premier temps, on va leur tirer dessus. Donc l'armée coloniale les soldats vont leur tirer dessus, et elle va être jetée d'un hélicoptère. Voilà. Ce qui est triste pour Zoleha Oudaï, c'est qu'elle ne sera pas retrouvée tout de suite. Et Assia Djbar,
en 1976. Elle lui rend hommage. Elle lui rend hommage. À travers un film documentaire. Exactement, c'est ça. Un film documentaire, un film d'histoire, un film qui confronte la mémoire et l'histoire, un film qui met à l'honneur le rôle très important de l'Algérienne. De la femme dans algérienne. la libération, l'indépendance du pays. Oui. Ça s'intitule La Nouba des femmes du Mont chinois. Exactement. Réalisé donc produit aussi par la télévision algérienne. Exactement. La radio-télévision, la RTA. C'était le film est sorti en 78. En 79, il a déjà eu le prix de la critique internationale à Venise. Et c'est un film qui a été construit selon le mode de la Nouba, de Msaddar jusqu'au Khlas. Alors, il y a 5 modes. Elle l'a construit sur 5 modes. Et ce qu'on entend, c'est la musique de Béla Bartók. C'est ça. Le grand compositeur hongrois Béla Bartók. Oui, mais la bande sonore. C'est pas les 5 modes, c'est les 5 mouvements de la Nouba. Du Msaddar jusqu'au Khlas. C'est ça. Et donc la bande sonore a été composée par le hongrois, donc Béla Bartók. Et qui a visité l'Algérie, Yazid, en 1913 pour étudier. Il a été dans les Aurès, il a été à Biskra, il a été à Alger, donc il a travaillé sur les processions, sur toute cette musique algérienne du côté du sud algérien, la musique chaoui, donc il a travaillé toute cette richesse de notre patrimoine algérien. Oui, exactement. 4 décennies plus tard, donc après la sortie du film, donc La Nouba des femmes du monde chinois, Assia Djebar dédie. Moi j'ai la chair de poule là, j'ai froid. Alors Assia Djebar va faire ce film en 76, il va sortir en 78, il est produit par la télé, il va recevoir plusieurs prix, il va être présenté à Carthage, Festival du film de Carthage, il va avoir le prix de la critique internationale à la Nostra de Venise, pardon. Et peut-être dire 2 mots sur le film, c'est que c'est Lila qui son mari est handicapé, il est sur une chaise roulante, elle a une fille, va décider de revenir au Chenois, à Cherchel, pour parler avec les femmes. Elle va libérer la parole de ces femmes qui en général ne sortent pas de leur maison, mais qui ont vécu dans leur chair et dans leur sang l'histoire de l'Algérie. L'histoire en tout cas, la guerre d'indépendance du pays. Voilà. Donc, et tout ça, il y a la sœur de Zolekha Oudaï, Fatma, qui elle aussi témoigne. Et ces femmes vont revenir sur un passé qui n'est pas complètement passé. Et elles vont raconter leur vie, comment elles ont vécu la colonisation en fait, voilà. Assia Djebar est revenue aussi avec un livre qui s'appelle donc 4 décennies plus tard. Exact, c'était en 2002. Elle a sorti un livre qui s'appelle La femme sans sépulture. C'est ça. Un véritable chant d'amour pour Et c'est elle, cette femme sans sépulture, puisqu'elle n'avait pas de sépulture jusqu'en 1984, où ils ont pu trouver sa dépouille et l'enterrer. Alors, c'est un flah qui s'est rappelé en 1984, qu'il avait enterré en 1958 le corps d'une femme et de 2 hommes. Il les avait trouvés sur la route. J'ai la chair de poule, j'ai du mal à en parler. Ils étaient menottés et il les a enterrés. Et puis, en 84, il s'est rappelé. Et donc, normal, c'est une histoire bouleversante. Oui. Mais qui témoigne donc de la force aussi de ces femmes algériennes qui ont résisté face à l'ennemi. Et qui témoigne aussi de la violence et du mode de violence utilisé par l'armée coloniale française. Exactement. C'est comment une simple femme, a été jetée, on lui a tiré dessus, elle a été violentée avec force et on l'a jetée d'un hélicoptère. Voilà. Tu en parles avec beaucoup d'émotion, Samira. Oui, tu as les larmes aux yeux. Et hommage à Assia Djebar qui a fait acte de devoir de mémoire en fait pour les générations à venir à travers le film qu'on gagnera à le regarder, à le diffuser. Et puis le livre Femmes sans sépulture. Exact. Il y a eu 2 livres de Kamel Bouchama, une autre édition aussi, un autre auteur donc des éditions Aneb, Bolouina. On a dû voir la couverture passer. Donc voilà, plus de lumière.
plus de choses. Il faut que toutes les générations connaissent le combat de cette femme et le combat des femmes. Je parle, mais Oudaï à l'honneur, Zulikha Oudaï, mais c'est aussi le combat de toutes les femmes, connues, moins connues, celles qui restent, celles qui ont beaucoup, qui se sont sacrifiées, mais qui ne sont pas forcément. À Ain Ksiba, il y a aussi une école qui porte le nom de Zulikha Oudaï. Oui, en hommage à son parcours, exactement. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup. Oui, Samira, tu vas rester avec nous? Oui, bien sûr. Alors, et avec Yazid, nous allons revenir sur ces témoins de l'ingénierie et de l'histoire de l'Algérie, les aqueducs, certains classés comme patrimoine national, Yazid, et faisant l'objet de restauration également. Oui, mais puisqu'on est à Tipaza, et pas loin de Tipaza, il y a Chechel, donc l'antique Césarée, Yol, et puis il y a ce grand ouvrage d'art qui est l'aqueduc de Chechel, donc construit au deuxième siècle après Jésus-Christ par Juba II, au temps de Juba II, et il est resté jusqu'aujourd'hui donc témoin. D'ailleurs, je pense il faut intégrer ces ouvrages dans les circuits touristiques parce que ce sont des ouvrages d'art. Oui, on les voit. Il est pas loin de Chechel. Donc, quand il y a, par exemple, ces circuits touristiques, etc., il faut intégrer également donc la visite de ces aqueducs dans les circuits. Et puisque des éléments importants de l'histoire depuis 2000 ans, donc les Algériens donc captaient l'eau de haut des Mnassor, donc de la région des Mnassor, pour alimenter en eau potable pratiquement toute la région. Et jusqu'aujourd'hui, il est bien conforté, cet aqueduc. Il est bien conforté. Il reste. Il a pratiquement 100 mètres de longueur, 4 à 5 mètres de largeur et 35 mètres de hauteur. Donc, malgré les siècles, il est toujours là, rappelant un peu l'ingénierie en matière de génie civil, en matière de génie hydrique, génie hydraulique. Donc on voit comment nos aïeux ont réussi à nous laisser ces aqueducs. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit les conserver et puis faire visiter les Absolument. Les Ce sont touristes. donc des éléments importants de l'histoire locale et de l'identité finalement culturelle. Absolument, absolument. Et puis il y a d'autres aqueducs, par exemple celui de Ain Zbouja, qui est du côté, donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le Val d'Hydra, parce que à Alger, il y avait pratiquement 4 aqueducs. Il y a l'aqueduc de Hamma, l'aqueduc de Bertararia et l'aqueduc de Télimli, ainsi que l'aqueduc de Ain Zbouja, qui lui a été pratiquement classé en 2014 patrimoine culturel national. Donc il a été déjà classé et puis il a été conforté, il a été réhabilité et restauré, et surtout aujourd'hui pas loin de la cité Chabani. Et le captage d'eau à l'époque, donc pratiquement l'eau est captée au niveau de la source du Figuier du côté de Dil Ibrahim, donc pas loin de Dil Ibrahim. Ouattarfa, Ain الكرمة. Ain el-Kerma. Ain Mais el-Kerma. Ouattarfa aussi. Ouattarfa, oui, peut-être, mais Parce moi, que- les références que j'ai, c'est la source du figuier, Ain el-Kerma. D'accord. Ain Il y a aussi el-Kerma celui qui de rappelle. Annaba, Yazid. Oui, il y a Saraïdi. celui de Annaba et Saraïdi, mais celui qui est pratiquement, qui reste comme un témoin du génie civil des Algériens, parce qu'il a été, pratiquement inauguré en 1615-1630, au temps des Ottomans, mais il y avait également un ingénieur andalou du nom de Asta Moussa, qui est, rappelant que Alger, que toutes ces cités, foyers de sciences, de savoir, de culture,
il y avait quand même l'apport des Andalous. Il y avait, après la chute de Grenade, il y a eu beaucoup d'Andalous et de Morisques qui se sont réfugiés à Alger, à Chechel, à Blida. Ils ont développé ce génie lié au captage d'eau et d'où aussi l'approvisionnement de toute la Casbah d'Alger, pratiquement, parce que la Casbah d'Alger est connue aussi par la richesse de ses sources. Nous connaissons tous l'Aïn al-Mzouqa, Bir Djebbah. Il y a tellement de... Il y avait une centaine de sources. Oui, il y a Bir Khadem, Bir Mordaïs, donc il y a beaucoup de sources et c'est à travers des Andalous et à travers aussi les autochtones qui étaient là et qui ont participé, contribué donc à l'avènement d'une véritable culture liée à l'eau, liée à la préservation de l'eau. Et pour dire également qu'à Touja, dans la wilaya de Béjaïa, c'était aussi au temps des Romains où il y avait également le captage d'eau du village de Touja pour alimenter Saladaï, et c'est resté jusqu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, dans la région de Touja, il y a ce qu'on appelle le musée de l'eau, à Kham Bouamen. Donc, il y a aussi un hommage particulier au savoir-faire lié au métier de l'eau. Donc, si on visite ce musée de Touja, nous allons constater qu'il y a tout un savoir-faire ancestrale liée, une maîtrise liée donc à cette culture liée à la préservation de l'eau et à l'autonomie l'autonomie dans la consommation de cette richesse hydrique. Oui, et puis je peux rajouter aussi que, par exemple, quand on est à la citadelle d'Alger, on peut voir jusqu'à aujourd'hui le système justement hydrique qui a été conçu. Fascinant d'ailleurs. Oui, très fascinant, où il était possible de récupérer de l'eau à partir de Bouzaïra jusqu'à la citadelle d'Alger, et comment les Ottomans ont pu avoir même, comment on appelle ça, un mitigeur naturel à partir d'installations en argile. Ce qui permettait de purifier l'eau, et aussi un système comme un mitigeur en fait pour avoir de l'eau, de la vapeur, de l'eau chaude, et puis aussi de l'eau froide. Parce que le hammam existe toujours, et au temps des Romains c'était parce que nul ne s'installe quelque part par hasard. Si les Ottomans sont installés comme ça, ils ont travaillé comme ça, c'est qu'à la base il devait y avoir une installation romaine ou avant autre chose, je sais pas. Mais c'est pas par hasard. La terre garde en mémoire les... il y a un ancrage en tout cas. Il y a un ancrage, et puis chaque civilisation apporte son savoir. Son savoir-faire, et l'autre civilisation qui arrive participe et contribue, par exemple, par rapport aujourd'hui à tous les sites, des comptoirs qui ont existé, aujourd'hui, par exemple, sont devenus des ports. Mais à l'époque, c'était juste des comptoirs puniques, etc. Et aujourd'hui, sont des ports florissants. Et juste pour terminer, jusqu'à aujourd'hui, on peut voir, quand on marche à la Casbah, donc on peut voir qu'il y a des tracés. Donc l'eau qui était utilisée le hammam en haut, le hammam de Lara ou celui des janissaires, et ben pour évacuer l'eau jusqu'à la mer, jusqu'en bas, il y a des travées, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui permettent d'évacuer l'eau. Donc c'est du génie, ça relève du génie. Il y a un système ingénieux de la gestion de cette ressource hydrique. Même les eaux pluviales sont gérées d'une manière très intelligente. Il y a toute une innovation à l'époque dans la gestion de cette ressource hydrique. Et une façon extraordinaire aussi d'alimenter toute la région. Je rappelle juste quelques détails, c'est que l'aqueduc de Ain Bouda, qui veut dire l'œil de l'oléastre, ou la source plutôt de l'oléastre, ou la source de l'olivier. Rappelons que cet aqueduc a été construit vers 1619 par Sherif Khouja Bacha. Et rappelons également que Asta Moussa était celui qui a introduit toute une modification, toute une innovation dans la manière de permettre aux Algérois de bénéficier d'un approvisionnement en eau potable. Et voilà. En horizontal à partir de l'aqueduc de Hamma vers Bab Azoun, Bab Loued, puis c'était ça à la limite. Et puis un autre
qui va de Casbah Marine, donc Bab Azoun, jusqu'à la Bouzaria, jusqu'au... Parce qu'on voit même l'aqueduc de Télimni, il existe toujours, donc on le voit quand on descend du côté de la rue Mouez ibn Badis, on voit toujours cet aqueduc qui existe toujours. Et puis il y a l'aqueduc de Inz Bouja qui est de 80 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et environ 12 mètres de hauteur. Donc voilà des détails par rapport à ces témoins de l'histoire qui ont permis aux habitants de l'époque de trouver de l'eau. Et aujourd'hui également, on voit tout ce qui se passe par rapport à ce génie aussi de permettre, par rapport à l'eau de mer, à toutes les stations de dessalement. Donc il y a toujours un apport, il y a toujours cette ingénierie très très innovatrice en matière de l'approvisionnement en eau potable. Merci Yazid en tout cas, merci pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. Mais là, je veux baigner, je veux piquer une tête et il fait très très chaud. Donc je pense que dès qu'on termine, on va tu peux y piquer aller, une tête. on Voilà. arrive à la fin de notre émission. Merci Samira. Ah oui, tu m'as même les cadreurs à la moitié, ils sont là. Merci, donc tu as rendu hommage à Zulekha Oudaï aujourd'hui. Oui. Un sujet qui te tenait à cœur. Beaucoup. Ouais. J'espère que beaucoup de choses vont être faites pour elle et pour toutes celles qui ont combattu. Et puis il y a quand même un coucou à une grande artiste peintre Mina, qui a immortalisé également l'image de la révolutionnaire Zulekha Oudaï. Qui est Mina Oudaï. Mina Oudaï. Voilà. Mina Oudaï, qu'on salue aujourd'hui à travers notre émission. Elle est à Cherchel toujours et c'est une excellente artiste peintre. Très talentueuse. C'est sa petite fille. C'est la petite fille de Zulekha Oudaï. Ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On vous retrouve très prochainement, moi ainsi que mon équipe de choc, dans Brise d'été. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Puis surtout, gardez... gardez le sourire. Faites comme nous. Célène.